Paris, la ville lumière, la capitale des libertés. À l'heure où des milliers de visiteurs s'immortalisent sur la Tour Eiffel, qui se souvient pourtant qu'il y a à peine un siècle, ici même, se pressaient des millions de badauds pour regarder d'autres hommes exhibés comme des objets de curiosité. De Lyon à Turin, de Londres à Hambourg, de Bruxelles à Chicago, de Genève à Paris, ce sont plus de 400 millions d'Occidentaux qui découvriront ceux que l'on considérait comme des sauvages dans de véritables zoos humains. Ironie de l'histoire, les fondations du futur musée des Arts dit premier se creusent aujourd'hui sur l'emplacement de l'une de ces exhibitions racistes. Les toutes premières et rarissimes images d'Africains tournées en Europe nous dévoilent une partie de cette histoire inavouable. Le film, dont le titre original est Baignade de nègres, a été enregistré par les Frères Lumière au jardin d'acclimatation de Paris en 1896. L'année précédente, le spectacle se déroulait au pied de la Tour Eiffel. Sur les traces de l'américain Barnum, l'inventeur au cirque des exhibitions de monstres, les spectacles anthropozoologiques, dira lui-même Karl Hagenbeck, vont connaître un succès immédiat et mondial. Des dizaines d'impresarios courent le Pacifique, l'Asie, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, à la recherche de populations de plus en plus exotiques, jugées sauvages ou spectaculaires. Au total, ce seront des centaines de troupes, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront acheminés vers l'Europe et les États-Unis pour être exhibés dans les zoos, les expositions, les foires, les cirques, sur la scène des cabarets et les music-halls. Transportés comme des animaux rares, ces hommes savaient-ils qu'ils allaient devenir, malgré eux, les acteurs des fantasmes de l'Occident ? Un des premiers clients d'Hagenbeck est Geoffroy Saint-Hilaire, le directeur du jardin d'acclimatation de Paris. Pendant le siège de la capitale, en 1870, les habitants ont dévoré tous les animaux du zoo. Et il est en quête d'attractions nouvelles pour relancer ses affaires. Désormais convaincu par les exhibitions et par les scientifiques que le sauvage existe, le public est tout prêt à soutenir la course aux empires coloniaux. S'appuyant sur cet engouement populaire, les grands États européens intègrent progressivement les zoos humains à leur discours colonial. Point d'orgue de cette propagande, les grandes expositions nationales et coloniales qui vont se succéder sans interruption à partir de 1890, à Lyon, Glasgow, Barcelone, Berlin ou encore Genève. Celle qui se tient à Bruxelles en 1897 est l'une des plus emblématiques. Autre temps fort de cette fin du 19e siècle, les expositions universelles, dont Paris se fait une spécialité. En 1889, sur le Champ de Mars, on a construit la Tour Eiffel pour célébrer le centenaire de la Révolution. Et en 1900, pour entrer dans le siècle, la France et ses colonies invitent le reste du monde à participer à une gigantesque mise en scène du progrès. Parfaitement rodés, les spectacles ethniques d'Algériens, de Dahoméens, de Galibis, de Cingalais ou de Peaux-Rouges, entre le jardin d'acclimatation, le Champ de Mars et les Folies Bergères, font aussi du Paris de la Belle Époque, celui des zoos humains. Avec les magazines illustrés, la carte postale et le film, ici un village à Chantilly tourné par les Frères Lumière à Lyon en 1897, l'image devient un instrument de vulgarisation idéal. À peine alphabétisée, une immense majorité d'Occidentaux découvrent des mondes totalement réinventés et scénarisés. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante,
On est passé peu à peu du spécimen à la troupe et maintenant à de véritables villages itinérants avec hommes, femmes, enfants et animaux. Dans les allées du jardin tropical de Nogent, aux lisières du bois de Vincennes, se dégradent lentement les vestiges de l'exposition coloniale de 1907. C'est ici que la perception du sauvage s'est modifiée et qu'il est maintenant devenu un indigène au service de l'empire colonial. Nouvelle preuve de ces manipulations, le nom des troupes et des villages change selon les pays où on les produit. Actualité coloniale, mode, demande des visiteurs, budget des impresarios transforment ici et là un groupe de Sénégalais en Togolais ou de Birmans en Javanais. On va même jusqu'à inventer de toutes pièces une population, les bientôt célèbres Nyam Nyam. Puis en traversant l'Atlantique, ces mises en scène vont obéir à d'autres objectifs. La jeune nation américaine est en pleine construction et entre 1876 et 1915, dans toutes les expositions qu'elle organise, des sauvages sont présents, en particulier pour assigner une place à ses propres Noirs et Indiens. Des mesures américaines obligent, l'exposition de Chicago de 1893 fera des centaines de victimes parmi les milliers d'exhibés. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est aux pieds qu'il mettait ses gants. Nénuphar. Malgré la volonté affichée par les officiels de ne plus stigmatiser les indigènes, les chansons populaires et surtout la mésaventure survenue à un groupe de Kanaks prouvent que le public reste avide de stéréotypes dégradants. Convaincus de participer à l'exposition pour représenter la Nouvelle-Calédonie, une centaine de Kanaks se retrouvent en fait déguisés et obligés de jouer les cannibales au jardin d'acclimatation de Paris. À court d'argent, l'impresario qui les a bernés décide ensuite d'en louer quelques-uns pour une des dernières exhibitions humaines montées par les Hagenbeck, à Cologne et à Hambourg. Ce sera un échec commercial. Ultime avatar du zoo à la française, il faudra encore des mois pour que ces hommes, parmi lesquels l'aïeul du footballeur Christian Carambeu, parviennent à rentrer au pays. En rasant les monuments élevés à la gloire du rêve colonial pour l'exposition de 1931 au bois de Vincennes, c'est plus qu'un décor de carton-pâte qu'on fait disparaître. On efface surtout, et pour longtemps, les traces du dernier des grands zoos humains du XXe siècle. On les a bannis de notre mémoire collective car ils constituent la preuve la plus visible des mécanismes du racisme populaire en Occident. Alors, qu'en reste-t-il ? Aujourd'hui, c'est dans les caves devenues inaccessibles des grands muséums mondiaux que les corps de nombreux spécimens morts en exhibition attendent que justice leur soit rendue. Serait-ce pour faire oublier leur origine douteuse qu'on s'empresse maintenant de rendre quelques corps, parmi lesquels le plus symbolique, celui de la Vénus Hottentote, de son vrai nom Saatchi Bartman. Son odyssée préfigure celle des zoos humains. Exhibée entre Londres et Paris au début du XIXe siècle, son anatomie fascinera les savants après son décès en 1815. Trophée de la science, le moulage de ses formes trônera dans le hall du Musée de l'Homme jusque vers 1970. Et ce n'est qu'en 2002 que la France restituera sa dépouille à l'Afrique du Sud, qui avec le président Thabo Mbeki lui rendra un hommage solennel et national.